Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, bonjour Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Jeff. Et toi? En tout cas, ça va bien. Surtout aujourd'hui, je suis très excité du partage qu'on va avoir aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, très hâte de partager avec vous tous. Excellent, c'est partagé. Merci Jeff. Alors aujourd'hui, nous recevons une spécialiste, une experte du marketing dont nous sommes très fiers, qui a une très très belle carrière chez Aldo et qui aujourd'hui travaille chez Element AI et qui est Brand and Digital Experience Leader. Aujourd'hui, nous accueillons Viara Ndejuru. Viara, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Très bien, merci. Merci de m'écouter, merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être parmi vous. C'est partagé. Nous sommes très fiers de t'avoir parmi nous. Yes. Alors, Viara, Oui. en regardant ton parcours, c'est un parcours très, 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 très admirable. Et je pense que Montréal, en tout cas, te connaît. Mais quelqu'un qui veut te connaître d'un point de vue personnel, c'est qui Viara aujourd'hui? Donc, pour vous donner un petit peu mon parcours culturel, je suis une Rwandaise, donc pas encore tout à fait première génération, mais mes enfants le sont. Mes parents étaient en Europe, donc j'ai vécu mon enfance en Allemagne et je suis venue ici enfant. J'ai fait des études assez traditionnelles à la même école à laquelle j'envoie mes enfants aujourd'hui. J'ai poursuivi avec des études en économie. C'était des études plus, je dirais, quantitatives, donc traditionnelles business. Et quand j'ai fini, moi, j'ai toujours eu un très grand, un très grand appétit pour la mode. Donc, quand j'étais en Allemagne, j'étais mannequin enfant. Donc, on était en Allemagne, il y avait pas mal de manufacturiers. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était par hasard. C'était une enfant qui était dans le même quartier que là où j'habitais quand j'étais enfant. Et elle est tombée malade et ils sont venus demander à ma mère, bon, bah, ta fille, elle a à peu près la même taille que notre fille, est-ce qu'elle pourrait pas la remplacer? Et comme ça, j'ai commencé très jeune et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, j'ai toujours flirté avec cette idée-là. J'ai continué au début à faire du mannequinat. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais je vais vous dire, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et j'ai donc toujours beaucoup aimé ce côté-là de la mode. Et la première fois que j'ai travaillé, j'étais dans une boîte en tech et j'aimais pas du tout le travail que je faisais. J'étais en vente. Je parlais avec ma sœur qui connaissait un jeune designer qui partait sa boîte et elle m'a dit, je pense que vous aimeriez bien travailler ensemble. Donc, au début, j'ai commencé à faire de la commercialisation et du marketing pour ce designer et qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Et on a commencé comme ça. J'ai commencé ma carrière en termes de gestionnaire comme ça, avec quelques années ou mois d'expérience, mais très peu en sortant de l'école. Et c'était en fait une start-up, si on utilise le langage d'aujourd'hui. Et l'idée à ce moment-là, c'était de se faire racheter. Donc à ce moment-là, il y avait énormément de boîtes qui se faisaient racheter par des plus gros, qui leur permettaient d'avoir un FRA et soutien économique. Mm-hmm. Et on a été super contents parce qu'on s'est fait un petit peu prendre de cette façon-là par un groupe, un Giner de l'époque, qui nous a rachetés et ramenés dans le giron de cette boîte-là. Donc, ça nous a permis vraiment de voir ce que c'était que de commercialiser à grande échelle, qu'est-ce que c'était qu'un déploiement, un lancement, etc. On a travaillé là, j'ai travaillé là plusieurs années et ensuite, j'ai cheminé vers Aldo et de Aldo aujourd'hui en tech. Donc, c'est ça l'histoire. J'ai 2 enfants, 13 ans, 15 ans. Je suis mariée depuis 16 ans. Je pense qu'énormément de
mon calme et de ma capacité de travail vient du fait que j'ai une vie familiale stable, un mari qui me soutient et qui aime avoir une femme ambitieuse. C'est pas tous les maris qui aiment ça. Combien de fois est-ce que c'est lui qui m'a ramené à l'ordre ou qui m'a donné le mot qu'il fallait pour que je fasse bien la présentation, que je dorme bien, que je m'en fasse pas et que je fonce. Je pense que toutes les femmes et tous les hommes qui ont des belles carrières le savent qu'ils doivent, sinon la moitié, sinon plus, à leur partenaire qui les soutient et qui est là dans leur coin à tout moment. Et c'est aussi le père de mes enfants, donc c'est encore plus gros, c'est-à-dire que mon partenaire, c'est aussi le père de mes enfants et cette cellule-là me donne énormément je dirais de force, c'est le mot, c'est de force. Et mes deux parents sont encore en vie, donc ça aussi, c'est extraordinaire. Je pense que, bon, je suis rwandaise, donc avant moi, mon père, son père, il l'a perdu très jeune. Le père de mon père a perdu son père encore plus jeune, donc je suis la première génération où mes enfants ont une arrière-grand-mère. Donc, ça, pour quelqu'un d'une communauté rwandaise, africaine, c'est rare d'avoir un arrière-grand-parent, surtout quand on vient du Rwanda, parce que vous connaissez l'histoire de mon pays, une histoire qui a été très fragmentée. Et donc, le fait d'avoir cette espèce de continuité sur 4 générations, c'est vraiment quelque chose qui donne, encore une fois, beaucoup de force, beaucoup d'espoir et beaucoup de perspectives enrichies par le temps et l'expérience de ces générations-là qui nous précèdent. Je trouve ça phénoménal. Puis j'aimerais peut-être, parce on sent que c'est que l'importance de la famille et de la balance et de l'humain des humains qui sont derrière des éléments très importants pour toi. Comment crois-tu avoir réussi à trouver cette balance tant du côté professionnel que personnel? Je ne vais pas prétendre qu'il y a de la balance. Je vais dire que j'aspire à ça. Par contre, comme bien des gens, c'est quelque chose qui vient et qui part au gré des jours et même des moments. Je pense que c'est pas un état absolu, mais il y a des moments de grâce où on vit une certaine balance, un certain bien-être, et oups, ça repart. Et donc, c'est aussi d'être à l'aise avec le fait que c'est pas quelque chose de constant. Par moment, on l'atteint, par moment, on l'atteint pas, mais c'est comme tout le reste, c'est comme le fait d'avoir de l'espoir. C'est juste de savoir que c'est possible et donc d'envisager, de se préparer, de travailler vers un sentiment de balance, mais d'être réaliste et de savoir que c'est pas de tout moment. Effectivement. Et tout à l'heure, justement, tu parlais de tes enfants, de ta famille et tout ça, dont on est très content, très fiers pour toi. Quand tu étais enfant, à quoi est-ce que tu rêvais, justement? Alors moi, je voulais être ballerine. Quand j'étais enfant, je voulais être danseuse de ballet classique. Et ma mère, qui est plutôt féministe, je veux dire féministe dans la volonté à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de role models très genrés, elle ne comprenait pas ma motivation avec un modèle féminin qui était tellement presque stéréotypé de cette espèce de fragilité exhibée. Mais je trouvais qu'à l'inverse, la danseuse classique incarnait pour moi la vraie féminité, c'est-à-dire un semblant de fragilité, mais en fait énormément de force, de caractère et de flexibilité, parce que une danseuse de ballet classique maîtrise son instrument. Elle maîtrise son corps d'une façon absolument extraordinaire, mais jamais on ne va voir l'effort, la discipline et tout ça. On ne voit que la beauté de l'expression ultime, mais en fait, derrière tout ça, il y a tellement de travail. Moi, je trouve que c'est un très beau paradoxe de voir presque on a l'impression que c'est une fleur fragile, mais en fait, c'est une femme très forte qui se cache derrière ça. Par contre, ce que je ne savais pas, enfant, c'est que c'est pas très payant tout ça. Et donc, j'ai un côté très, très pragmatique. Je me rappellerai toujours. Alors, j'étais dans une très bonne école de danse et à un moment donné, on m'a proposé de faire du sport-études et donc de m'orienter vers une carrière où je deviendrais danseuse. Et pour ceci faire, il aurait fallu que je change d'établissement scolaire. Et donc, je suis allée voir avec ma mère et on trouvait ça intéressant.
Et j'ai demandé à tout hasard, ça paye combien une fois que je sors de cet établissement? Et quand on m'a dit le salaire, j'ai pas trop compris. J'ai dit à ma mère, bon, ça y est, je pense qu'on va rentrer là. On a tout entendu. C'est pas pour moi. Et à partir de ce moment-là, l'idée de danseuse a été complètement rayée de mon vocabulaire. C'était mort. Wow. Mais c'est quand même particulier qu'aussi jeune, tu avais cette réflexion rationnelle monétaire. Parce que c'est très rare qu'on va parler, qu'un jeune va penser à un rêve et va même se dire que, que non, c'est pas réalisable parce que je vais pas être capable de nourrir mes enfants plus tard. Mais je pense que comme bien des immigrés, les choses bien réelles là, y a un moment où ça tape. Donc c'est très bien tout ça. Mais dans le vrai monde, ça paye comment? Et comment est-ce que je vais pouvoir élever une famille, donner de l'argent à la communauté aux besoins? Parce que on le sait, presque toutes les personnes issues de communautés vont vous dire qu'il y a un poids communautaire. Il faut contribuer. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. J'aime bien ça. Alors très rapidement, il y a eu le côté très pratico-pratique où j'ai dit, allez, prends ton sac, nous, on a fini ici. Et vraiment, c'est sans regret que j'ai dit non. J'ai vraiment beaucoup aimé la danse tant que j'en ai fait. Et quand ce rêve-là a été fini, ça ne m'a pas fait mal puisque j'ai eu le choix moi-même d'ouvrir ou de fermer la porte. Et ça, je dois un grand merci à ma maman et mon papa qui m'auront laissé aller jusqu'au fond de mon délire. Oui, absolument, absolument. Mais la pratico-pratique qu'est Viara, on a parlé de mannequinat, de ballerine, d'économiste, pragmatique, de mode. Aujourd'hui, le AI, l'intelligence artificielle, on s'entend que c'est un parcours qui est éclectique, mais tout à fait super intéressant. Oui. Comment ça... Mais je pense que quelqu'un qui me voit de l'extérieur va avoir quelque chose de très constant, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le profil très studieuse, très drivée, ambitieuse, prête à faire beaucoup pour arriver à ses fins, et plutôt disciplinée. J'ai eu des moments d'égarement comme tout le monde. Comme tout le monde, mais plutôt disciplinée dans la réalisation de mes projets. Oui. Et donc, c'est cette constance-là, je pense, qui fait ma force. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le changement et je le provoque. Je pense que ça vient de mes parents, donc ce courage-là qu'ils auront eu de quitter l'Afrique pour aller vers l'Europe, pour aller vers le Canada, pour ensuite retourner. Donc, mes parents sont maintenant, ils vivent au Rwanda. Donc, cette capacité-là, ou peut-être ce modèle-là, de ne pas avoir peur et d'oser le renouveau, je suis sûre que je prends ça de mes parents. Et ça crée une vie qui est riche et ça crée l'aventure. Ça crée un sentiment d'aventure, même si parfois la vie peut sembler monotone, ça crée un sentiment d'aventure au quotidien. Il est certain que dans un parcours, oui, aussi, qui a été calculé, mais en même temps, où est-ce qu'il est à la recherche d'opportunités, on va se le dire. Opportuniste, oui. Opportuniste. Donc, on va avoir Viara l'opportuniste. Et Viara, dans tout ça, elle doit forcément passer à travers des hauts et des bas et des défis tant personnels que professionnels. Mais disons, si on y va peut-être sur le profil, est-ce que tu as sûrement eu des hauts et des bas pour te rendre justement à ce que tu es aujourd'hui? Absolument. Et je pense que les bas sont aussi intéressants que les hauts. Je pense que quand on a des parents qui travaillent fort et qui nous montrent que c'est correct d'avoir des hauts et des bas, on a tendance à moins peut-être les fétichiser, c'est-à-dire qu'on a moins peur et du haut et du bas parce qu'on sait qu'ils se succèdent. Donc, le fait de voir mes parents travailler fort, le fait de voir qu'ils ont dû quitter plusieurs pays ou qu'ils sont partis à la recherche d'autres choses dans d'autres endroits et de chaque fois recommencer, et quand on recommence, forcément, c'est dur. Je pense que ça normalise un petit peu pour un enfant qui vit ça de façon assez saine, ça normalise les hauts et les bas. Ça fait partie de la vie. Il
y a des bons moments, il y a des moins bons moments. J'aurais aimé plus jeune savoir à quel point c'est constructif, c'est-à-dire peut-être moins vivre ses bas et ses hauts de façon profonde. Bon, il n'est jamais trop tard, donc là maintenant que je suis dans la quarantaine, ça se vit bien, mais c'est sûr que plus jeune, quand je vivais des échecs, c'était très difficile de passer à travers parce que j'avais l'impression que ça me marquait, alors que on est marqué par la vie, mais ça ne veut pas dire que le cheminement qu'on arrête, c'est plutôt qu'on prend un moment pour reconnaître que ce qui vient de se passer aura laissé sa trace et il faut en être fier. Effectivement. Et moi, j'ai une question quand même assez particulière. Vas-y. Alors, tu es une femme et dans un domaine qui est quand même assez masculin, ne se le cachons pas, on le sait, hein, les études, les chiffres en parlent. Comment tu as réussi à faire ta place dans cet univers-là? Mais c'est ça, je pense que c'est ça une des forces de faire partie d'une minorité, c'est qu'on est habitué à être une minorité. On est habitué à être soit le seul noir ou la seule noire. On est habitué à expliquer notre place parce qu'on se l'a fait demander, que ce soit à l'école, que ce soit quand on fait l'appel avec les noms qu'on écorche, que ce soit sur les bancs universitaires, on regarde autour de soi, il n'y a pas grand monde qui nous ressemble. Je pense qu'à un certain moment, on arrive à assumer cette différence-là. Et je travaille, je pense, pour une entreprise qui est assez ouverte, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, par rapport aux autres entreprises dans le tech, il y a une grande diversité. Il n'y a pas beaucoup de noirs, par contre, il y aura une grande diversité culturelle. Donc, c'est une entreprise qui cherche à être diverse et c'est de façon intentionnelle. Et donc ça crée un climat dans lequel la différence est célébrée. Et c'est la même chose au groupe Aldo. Au groupe Aldo, je me sentais vraiment comme étant partie intégrante du tissu de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui a également chez Elementy. Une autre question, justement, quand tu parles d'ado, j'ai eu l'occasion de regarder une courte vidéo où le CEO avait quand même des éloges à ton égard, et puis il a parlé d'un élément qui est quand même assez important. Il a parlé de l'humilité. Il a dit que tu étais quelqu'un de très, très humble. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait un tilt chez moi. Et aujourd'hui, je regarde ton parcours, je vois toutes les réalisations, je vois ce que tu es encore en train de faire. Comment tu arrives à garder cette humilité-là? Je vous ai pas dit, j'ai 2 enfants. Je pense que la plupart des parents vont vous le dire, il n'y a rien pour garder humble qu'un enfant. Mais aussi, je crois que c'est les valeurs qui m'auront été inculquées. Je ne prends pas de... je pense que ça vient d'autrui, c'est-à-dire que mes parents, avant moi, sont des personnes qui sont très humbles. C'est des gens qui travaillent très fort et qui ont réussi des choses extraordinaires et qui continuent de m'épater. Mais ce sont des personnes qui ne se croient pas, entre guillemets. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire, don't believe your own hype. Ça aide aussi dans les moments où ça va moins bien parce que si on ne croit pas tout ce qu'on dit, quand ça va bien, on ne croit pas non plus tout ce qu'on dit quand ça va mal. Donc, c'est de garder un certain équilibre par rapport à ça et de faire très attention à son ego. Je pense qu'il faut faire attention à son ego et se rendre compte que même quand on est humble, souvent, on ne l'est pas vraiment, on se fait croire des petites choses. Donc, je pense que c'est un exercice de tous les jours, d'essayer de rester reconnaissant pour ce que la vie nous aura donné, de se poser des questions, de reconnaître qu'on a eu beaucoup de chance et que parfois c'est un concours de circonstances qui nous arrive et de reconnaître également l'effort des autres dans nos accomplissements. Je pense que, comme je vous disais, la plupart des gens vont avouer le rôle que leur partenaire aura joué dans leur accomplissement. Et comme je le dis sans réserve, c'est un minimum de 50% qui lui revient, sinon plus. Et le reste, c'est les enfants et les parents. Donc, on est le fruit de bien des choses.
Donc, mon projet et mes projets sont le travail de bien des gens. Et je crois qu'avec un peu de distance, on se rend bien compte que c'est toutes ces choses qui arrivent en même temps. Donc, oui, du travail, mais aussi de la chance, des gens qui nous mettent de l'avant, des gens qui nous aident, des gens qui nous donnent des bons conseils, la vie qui est du bon côté parfois et pas à un autre moment. Donc, c'est un concours de circonstances. C'est un perfect storm, comme ils disent en anglais, Ouais. d'arriver à avoir des belles réalisations. Et je trouve ça intéressant et paradoxal que nos enfants, en tant que parents, on finit par le réaliser que nos enfants nous apportent beaucoup Oui, et c'est eux qui vont nous aider, nous amener à cheminer sur le plan autant personnel que professionnel. Et 100%. tout à l'heure, quand on se parlait en pré-entrevue, tu as mentionné un apprentissage que tes enfants, un apprentissage ou une réflexion que tes enfants t'ont mené à avoir dans ta manière dans tes fonctions de gestionnaire. Peut-être que tu Oui, pourrais oui, peut-être nous développer un peu. bien sûr. Mais tu as tout à fait raison. Mon père, il a cette expression que je trouve tellement, tellement bonne. Il dit, c'est les enfants qui nous font. C'est-à-dire que c'est les enfants qui nous rendent parents. Et c'est aussi la même chose que c'est nos équipes, nos teams qui nous rendent gestionnaires. Et une des choses qui m'aide énormément dans le fait d'avoir des adolescents, c'est cette volonté de communication transparente. Ça amène un niveau, un volume de communication qui peut par moments être lourd à gérer. Mais par contre, euh, on n'y attribue pas de mauvaises intentions quand on voit que ça vient d'une volonté sincère de comprendre et pas une volonté de nous plomber avec des questions incessantes. C'est vraiment, ça vient vraiment d'une volonté, d'une curiosité. Et peut-être que les générations qui nous ont suivis ne sont pas comme celles qui nous ont précédées, c'est-à-dire où elles se donnent le droit de parole, le droit de questionner, le droit de remettre en question, chose qui n'était pas toujours les bienvenues, disons, Oh que non. chez moi, avec mes parents, des fois là, on se faisait comprendre que ta question, c'était la dernière. Mais c'est ça, donc c'est vraiment, mes enfants m'aident à être un meilleur parent et m'aident aussi à être un meilleur humain, je pense, tant de gestionnaire qu'un plan généralement parlant. Et justement, tu parles d'enfants, si aujourd'hui, une jeune femme, te regarde, regarde ton parcours et se dit: «Bah, j'aimerais évoluer dans le domaine du marketing et j'aimerais évoluer aussi dans le domaine de la tech», quels seraient les conseils, pour elle? Les conseils pour elle, seraient de faire, d'être proche de la tech. Je pense qu'une des choses qui est très intéressante avec la tech et c'est que la technicité, aplanit les différences. C'est-à-dire qu'il y Mmh. a il y a une démocratie dans les fonctions techniques qui est très intéressante pour les femmes. Il y a aussi une volonté dans la tech en tant qu'industrie, euh, d'attirer et de garder les femmes. C'est-à-dire que même si c'est très difficile et bon, le bilan est loin d'être parfait, il y a une remise en question de la tech par rapport à sa capacité d'attirer et de garder les femmes qui est intéressante. Donc, si on se dit que everything starts with awareness, vous m'excuserez mon anglicisme, mais que avant d'avoir une prise d'action, il faut avoir une prise de conscience. Euh, c'est une industrie qui n'a pas peur de se poser des questions difficiles, même si parfois le bilan peut être assez difficile. Donc, je lui dirais, n'aie pas peur de prendre des cours de computer science, n'aie pas peur de faire un coding bootcamp pour comprendre cette technicité ou pour comprendre la tech qu'elle va vendre. Non, mais j'aime beaucoup. Puis est-ce que je peux me permettre de rajouter, la texte, c'est un langage universel, hein, si je me trompe Mm-hmm. pas. Et ce qui permet également à la réalisation que tout le monde si tu parles ce même langage et tu es capable d'amener quelque chose sur la table, you are welcome. Absolument. Et je pense que cette population-là technique porte des valeurs
humaine très intéressante. On va pas parler du bilan, on va pas parler du big tech en tant que force of good ou force of evil, mais les populations techniques ont souvent des rêves de société qui sont très, très porteurs et très universels. On regardera le genre de société à laquelle ils veulent contribuer, le genre de projet sur lequel ils veulent travailler. Il y a une volonté de laisser le monde dans un meilleur état que dans lequel ils l'ont trouvé, qui est très intéressant. Et tu as tout à fait raison de dire que ce langage-là de la tech est universel. Et ça, c'est très intéressant pour les populations marginalisées, autant les femmes que les personnes de couleur, que les personnes autochtones, que les personnes handicapées. If you can code, you can code. Et ça, c'est quelque chose de très, très porteur pour nous qui voulons affirmer et nous affirmer et faire partie de la conversation. Donc ça, j'ai beaucoup d'espoir en la technicité et en la tech. Maintenant, si on revient sur Viara, Viara, le personnel. Là. Oui. Là, on sent qu'il y a des choses qui t'animent. On t'entend parler du tech, on t'a entendu parler de la mode, de l'art, la culture. Est-ce qu'il y a des, la famille aussi. La famille, surtout. Big theme. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'animent? Est-ce que tu as des passions qui t'animent? En vieillissant, je pense que l'attrait communautaire, je te coupe pas, comme dit Jeff, on est jeune de cœur. De corps. De corps, je sais pas. Mais de cœur, c'est sûr. Mais je pense que la volonté de contribuer à un effort plus large, une fois qu'on a dépassé la vingtaine et la trentaine, où on est beaucoup dans le nombrilisme et dans le moi, je pense qu'à un certain moment, on s'ouvre et on se rend compte qu'on a un rôle à jouer dans la communauté dans laquelle on veut évoluer. Et moi, comme bien d'autres gens, j'ai été appelée avec les incidents de George Floyd à me poser la question sur mon rôle dans la communauté noire plus vaste. Donc, pas juste mon groupe culturel spécifique, mais plutôt dans le projet de l'émancipation de la communauté noire, on peut dire, disons, au Canada. Quel rôle est-ce que je veux jouer? Est-ce que je veux jouer un rôle actif, passif? Comment est-ce que je pourrais le faire? Qu'est-ce que je peux amener à ces défis de communauté qu'on a là? Quels sont les moyens que je peux prendre? À quel groupe est-ce que je peux me joindre? Donc, je vous dirais que l'aspect de la communauté et la volonté de contribuer à un effort social plus vaste, c'est ce que je ressens très profondément présentement. Et l'autre chose, c'est le côté communautaire, mais communautaire dans la communauté de travail. Donc, les marketeurs en tant que tels, les communautés marketing-vente, comment créer un sentiment d'inclusivité et de partage de connaissances et aussi de sentiment d'appartenance parce qu'on n'a pas en marketing des choses comme des titres professionnels comme bien d'autres professions. Donc, souvent, on a un petit peu un syndrome d'imposteur. Comment créer une communauté d'esprit. Donc, c'est ça. Je vous dirais que le dernier relance, c'est sûr qu'il y a le côté mode, culture, tech qui m'intéresse, mais aussi l'aspect communautaire, l'aspect partage. Et oui, très excellent. Et en parlant de partage, malheureusement, on arrive à la fin de cette très belle entrevue et je suis persuadé qu'on en refera une deuxième partie. Hein? Super. On refera une deuxième partie. Je suis là. Vous l'avez entendu tout le monde, vous l'avez entendu. Je suis là. Elle a dit qu'elle était là. Absolument. Alors, on arrive maintenant à la minute signature, qui est la minute où tu nous partages une phrase de motivation, d'inspiration. Qu'est-ce que tu veux partager avec toutes les personnes qui nous regardent à la fois ici à Montréal, au Québec, au Canada, en Europe et surtout aussi en Afrique? Quel signal tu veux envoyer? Le premier, c'est Ego is the enemy. C'est une citation et c'est le titre d'un livre. Si vous googlez Ego is the enemy, vous allez le trouver.
Et ça parle à travers l'histoire, surtout du stoïcisme, mais ça parle vraiment du fait que notre ego nous empêche de cheminer. Et l'autre phrase, qui est aussi le titre du deuxième livre, c'est « The obstacle is the way ». Souvent, on a l'impression qu'un obstacle, c'est un obstacle, mais en fait, un obstacle nous pointe le chemin. Donc, ces deux choses-là, « ego is the enemy » and the obstacle is the way, sont les choses qui en ce moment me motivent profondément. Donc souvent la réponse est devant nos yeux, c'est la chose qui nous retient et le chemin à suivre. Et ego is the enemy. Mais chose certaine, ton mot de la fin m'a donné des petits frissons, je le dis tout de suite. Donc, je suis sûr que ça va faire la même chose pour plusieurs. Comme Maxime l'a dit, malheureusement, on est à la fin, mais on t'assure, caméra, on va avoir une deuxième partie très bientôt. I'm ready. Yes. Mais merci beaucoup, Viera. Merci beaucoup infiniment. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ton partage, ton histoire et tout. Je crois certainement que ça va inspirer beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir si bien accueilli. Je me suis laissée aller parce que vous avez si bien fait ça. Wow. Merci. Merci infiniment. Merci. Maxime, c'est toujours un plaisir. Merci, mon cher. Jeff. Merci. Merci encore, Viera. Merci pour tout. Donc, pour tout le monde qui nous écoute, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.